Les histoires que nous suivons sont majoritairement issues du point de vue du ou de la protagoniste, que ce soit au cinéma, en littérature, séries télé, bande dessinée, manga, etc., etc. On appelle ça une autorité narrative unique. Par contre, il arrive que des œuvres changent la donne en proposant d'autres formats de narration. Par exemple, dans une de mes précédentes vidéos, j'ai pu vous parler de Madame Michiko Aoyama avec par exemple Un jeudi saveur chocolat qui nous donne un roman qu'on appelle roman choral. Mais il existe un autre nom pour ce genre de littérature, c'est un roman polyphonique ou une narration polyphonique. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Un roman polyphonique ou un roman choral, ça permet d'avoir plusieurs narrateurs ou narratrices, ou dans d'autres termes, avoir plusieurs voix au sein d'un roman. Cela permet, entre autres, d'approfondir l'ensemble des personnages que nous allons suivre et aussi rendre beaucoup plus complexe l'univers dans lequel nous allons grandir ou vivre. Par contre, mes connaissances dans le domaine de la littérature sont assez limitées. Donc je vais m'arrêter déjà ici et vous parler vraiment du vrai sujet de la vidéo qui est Monsieur Ryogo Narita. Bienvenue dans Mangaka de l'ombre et aujourd'hui un épisode un peu spécial car je ne vais pas vous parler d'un auteur ou dessinateur de manga mais un auteur de light novel. Installez-vous confortablement, détendez-vous, mettons les deux pieds devant et sautons dans le Naritaverse. Je ne vais pas vous mentir, on sait très peu de choses sur la vie personnelle et privée de Ryogo Narita, qui est tout l'opposé, divulgachage en avance, de sa carrière professionnelle qui doit faire facilement une vingtaine de pages. Qui est Ryogo Narita? C'est avant tout, comme vous l'aurez compris par son nom, un japonais qui est né le 30 mai 1980 à Tokyo et qui a grandi à la préfecture de Saitama. Dans quel collège, lycée, on ne sait pas. Mais pour les études supérieures, on sait qu'il est allé à l'université de Nihon et plus précisément dans l'école supérieure de littérature et des sciences dans le domaine de la télédétection. Et là, je suis d'accord avec vous, aucun rapport avec la littérature, ni même le devenir d'écrivain. Il terminera ses études en 2002 et à la fin de sa remise des diplômes, il va chercher, comme n'importe qui, un travail. Mais en parallèle, il va écrire une nouvelle. Et il faut savoir qu'il faut compter 20 jours, le moment où il a terminé ses études et le moment où il va terminer sa nouvelle, car suite à ça, il va soumettre cette dernière à l'un des plus grands concours japonais de light novel, intitulé le Dengenki Novel Prize. Et son œuvre participera à la 9e édition en 2003. Petit aparté sur ce prix, ce dernier est organisé annuellement par une des plus grandes marques de publication de light novel japonaise, le Dengenki Bunko. Pour vous donner une idée, les œuvres Sword Art Online, Spice One Wolf ou encore le récent 86 sont issues de la publication du Dengenki Bunko. C'est un peu le Shonen Jump des light novels. Grâce à son œuvre, il va remporter le prix d'or, qui est considéré comme l'un des plus grands prix de ce concours. Accompagné de ça, un chèque de 500 000 yens qui équivaut à peu près à 5 000 € aujourd'hui. Et bien sûr, son œuvre va être publiée de façon continue auprès du Dengenki Bunko. Et là, je vais remettre une petite base pour que vous compreniez bien le talent du monsieur. À la suite de son diplôme dans le domaine de la télédétection, qui n'est pas rien non plus, qui n'est pas anecdotique, il va écrire une nouvelle en 20 jours qu'il va soumettre à un concours ou l'un des plus grands concours de renom du Japon dans le domaine de light novel, à la suite de quoi il va remporter l'un des premiers prix et qui va être du coup publié de façon continue. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, à la fin de mes études supérieures, le mieux du mieux que j'avais, et que je pouvais être un peu fier à l'époque, c'est que j'avais fini or sur League of Legends. Voilà. Et c'est à cet instant précis que Monsieur Ryogo Narita, enfin quand je dis à cet instant, non pas que j'ai fini sur or sur League of Legends, mais son œuvre a été publiée dans le Dengenki Bunko, qu'il deviendra un écrivain majeur du light novel au Japon et qui marquera le paysage de la pop culture japonaise. Et je ne sais pas vous, mais je ne pense pas qu'on puisse faire meilleur en termes de démarrage de carrière. Et j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oui, le nom de son œuvre. Elle s'intitule Baccano. Avant que je vous parle en long, en large et un peu de travers de Baccano, j'ai un aveu à vous faire. L'adaptation de cette dernière fait partie de mon top 5 de séries ou d'animés de tous les temps. Ouh, ça me soulage. Ne voulant pas divulgacher l'histoire de l'œuvre, je vais vous lire le synopsis officiel du premier volume intitulé Rolling Bootlegs. New York 1930, la fabrication et la vente de boissons alcoolisées sont interdites par la loi. Mais derrière cette interdiction prospère le crime organisé, tout comme les braqueurs de banque, les contrebandiers, les assassins et les homunculus. Certains veulent de l'argent, d'autres cherchent le secret de l'immortalité et d'autres encore veulent simplement passer un très bon moment. Mais vous savez ce qu'on dit? Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez. Bon, ça vous avance pas des masses à vous projeter dans l'intrigue et des personnages. Mais vous savez ce qu'on dit?
vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez. Pour faire simple, vous aimez l'histoire de gang, de mafia, surtout durant l'époque de Prohibition, regardez Baccano. Vous aimez aussi un peu les complots, les mystères, un étrange mélange entre les affaires d'Agatha Christie et des films de Tarantino, regardez Baccano. Vous avez un cœur tendre, vous aimez les romances, les amitiés naissantes avec un peu de comédie, regardez Baccano. Vous aimez bien aussi les histoires bien ficelées et non linéaires qui vous forcent un peu à être actif durant votre visionnage ou durant votre lecture. Par exemple, en cherchant à savoir qu'est-ce qui s'est passé quand, avec quel personnage, les dénouements de chaque arc narratif, regardez Baccano. Et surtout, si vous voulez voir des personnages hauts en couleur, avec des personnalités excentriques, voire uniques, pouvant aller d'un couple de voleurs un peu naïfs souhaitant voler la Terre, oui, la Terre, 何さこの地球から金を盗むってんだからな。地球っていうとこの星のことだね。なあ、その通りだミリア。未だかつて地球相手に泥棒を企んだ奴はいねえ。つまりだ、俺たちの名前は歴史に残るんだぞ。 Jusqu'à un sociopathe, psychopathe, bandit là de Rousseau qui a une définition particulière de l'amour. やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいなんだよ何が起こってんだよ食堂車だよ殺せんの殺されんのどっちよマジでおいおいドキドキするなおい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  Alors, regardez Baccano. Pardon? Ah oui, depuis tout à l'heure, je vous parlais du coup d'un auteur de light novel, et là je vous vends le visionnage d'un animé comme si ma vie en dépendait. Sachez qu'il y a une bonne raison à cela. Alors, Baccano est la série la plus longue de l'auteur avec 22 volumes à ce jour et un 23e prévu. Sauf que le light novel n'est édité qu'au Japon et aux États-Unis, donc si vous maîtrisez l'une de ces deux langues, alors vous pouvez le lire. Par contre, grâce à l'adaptation animée sortie en 2007 du studio Brand Space que je ne présente plus, la maison d'édition française Black Box vend un coffret DVD et Blu-ray de l'œuvre sous-titrée français. Malheureusement, je n'ai pas pu lire le light novel Baccano parce que, de une, je n'arrive toujours pas à lire le japonais, et de deux, c'est un peu compliqué de trouver tous les volumes avec la version américaine. Ce qui fait, et c'est pour ça que je ne vends que par l'animé, c'est la seule porte d'entrée que j'ai eue avec Baccano, mais surtout avec le Naritaverse ou l'auteur Ryogo Narita. De plus, quand on parle série animée, on parle souvent de l'animation, mais très peu, voire rarement, de la musique. Et ici, si déjà vous aimez le jazz, alors regardez Baccano. Et ici, nous avons des musiques marquantes, notamment le générique d'ouverture si éponyme que vous avez déjà pu le voir ou l'entendre par moments. Extrait. De plus, nous avons l'excellent compositeur Monsieur Yoshinori Makato aux commandes et qui a su nous produire un thème musical pour l'ensemble des personnages que nous allons découvrir le long de la série, mais aussi, on va dire, des ambiances musicales pour chacune des époques et chacun des événements que nous allons observer. Et il faut préciser, nous avons énormément de personnages et de choses qui se passent dans la série. Donc Monsieur Yoshinori Makato aurait pu tomber dans la facilité et produire quelque chose assez répétitif, ce qui n'est pas le cas. Ce qui souligne ou ce qui met encore en avant que chaque personnage que nous allons suivre est réellement le protagoniste de sa propre histoire. Combien de séries télévisées ou d'animés ou autres, vous avez pu voir que chaque personnage, même les personnages secondaires entre guillemets, ont leur propre thème musical. C'est assez rare, à part quelques exceptions près comme Game of Thrones ou autres. Mais encore ce dernier, entre guillemets, une exception, fait partie de la famille des romans polyphonie ou romans chorales. Et là, je vous parle de la musique qui est extrêmement bonne, les personnages qui sont bien écrits, un scénario ou plutôt plusieurs arcs narratifs ou scénaristiques qui sont bien ficelés, mais l'animation dans tout ça, et ben pour une série de 2007, à mon sens, elle n'a pas vieilli d'une seule rite. Bien au contraire, et encore aujourd'hui, je considère que l'animation au sein de la série de Baccano est de très bonne qualité et qui, j'ose le dire, je prends un parti pris, elle s'inscrit facilement dans l'une des meilleures animations que j'ai pu voir. Et cette animation intemporelle, je pense qu'elle est due grâce au travail fourni par le directeur artistique ou d'animation de l'époque, Monsieur Mitsuhiro Yoneda. Donc, si vous avez un week-end ou quelques jours de repos devant vous, je vous conseille sincèrement de regarder Baccano, car c'est une œuvre, animée en tout cas, assez courte qui fait 16 épisodes. Vous risquez de trouver sur internet comme quoi la série fait 13 épisodes et pas 16 épisodes comme je suis en train de vous dire.
Alors, en effet, la série Baccano en elle-même fait 13 épisodes car elle va conclure un certain nombre d'arcs narratifs et aussi un grand arc scénaristique. Mais les 3 suivants, donc l'épisode 14, 15, 16, sont considérés comme des épisodes spéciaux un peu à part qui font suite de ce grand arc narratif où on voit de nouveaux personnages arriver, donc le début de nouveaux arcs et un peu de continuité ou l'après-coup de ce qui va se passer dans les 13 premiers épisodes. 2 petits bémols cependant. Le premier épisode, à mon sens, sert d'introduction à l'univers de Narita, c'est-à-dire qu'on va avoir le point de vue de plusieurs personnages et donc potentiellement plusieurs points de départ de l'histoire que nous allons suivre. L'épisode 1 est quelque peu décousu avec un rythme de narration que nous n'avons pas l'habitude d'avoir. Il faut quand même le regarder, mais ne vous arrêtez pas là. Le deuxième point est que l'œuvre est uniquement disponible à l'achat, c'est-à-dire se procurer le format physique, DVD et Blu-ray, et aucune plateforme de streaming, service vidéo à la demande ou autre ne propose Baccano. Bon, je dis ça, mais le coffret avec livret coûte entre 13 à 15 € en fonction du site d'achat. Donc en vrai de vrai, ça va. Petit cadeau sous le sapin de Noël et hop, vous le regardez en famille le 25. Là, c'est le moment de la vidéo où vous allez vous dire Monsieur Ryogo Narita a pondu l'œuvre de sa vie, plutôt le premier volume de l'œuvre de sa vie en une vingtaine de jours, qui continue à être paru encore aujourd'hui et qui a en plus eu une adaptation animée par un des plus grands studios japonais d'animation encore à ce jour à mon sens, avec ou accompagné d'un compositeur de talent, avec une direction artistique incroyable, porté aussi par des seiyuu doubleurs oufissimes. Forcément, ce que va produire par la suite Monsieur Ryogo Narita ne peut être qu'être en deçà de Baccano. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour répondre à votre interrogation des plus légitimes, je me dois de vous donner une information des plus cruciales. Monsieur Ryogo Narita est connu pour écrire vite et beaucoup. N'importe qui sur cette planète, personne ne fait exception à ce niveau-là, une personne qui écrit vite et beaucoup fera forcément des fautes soit d'orthographe, soit de grammaire, ou les deux. Ou écrira aussi en abrégé. Monsieur Ryogo Narita ne fait pas exception. Sauf que ça amuse ses éditeurs au point que ces derniers laissent passer des manuscrits avec les fautes d'orthographe et ou de grammaire dans les versions finales qui seront publiées et vendues au public. Oui. Ce qui fait que si jamais vous allez au Japon et que vous achetez un light novel de Monsieur Ryogo Narita, vous pouvez tomber sur des fautes d'orthographe et de grammaire. Sincèrement, je sais pas quoi faire de cette information, mis à part vous le partager, et j'hésite entre de bonnes guerres entre les éditeurs de Monsieur Ryogo Narita et l'auteur. Du coup, ils en rigolent un peu en mode « Ah, il continue à faire des fautes d'orthographe, le nul !» et il le laisse comme ça. Ou c'est un moyen marketing / commercial aussi de faire vendre l'auteur en faisant grandir un mythe autour de ce personnage qui est un écrivain qui fait des fautes d'orthographe et ou de grammaire et qui est toujours publié au Japon. Je sais pas, mais en tout cas ça me fait rire. Revenons sincèrement à la carrière professionnelle ou plutôt la bibliographie de Monsieur Ryogo Narita. Déjà, il faut savoir, rien qu'entre 2003 et 2005, Monsieur Ryogo Narita va écrire 5 œuvres, ou plutôt va débuter 5 œuvres, en plus de Baccano. Donc en tout, il aura 6 œuvres en parallèle durant 2003 et 2005. En février 2003, il publiera au travers du Denkinki Bunko l'œuvre gagnante du concours qui est Baccano. Et en fin d'année 2003, et précisément décembre 2003, il va sortir le premier volume d'une nouvelle œuvre intitulée Etsuza Bridge. Malheureusement, l'œuvre n'est pas disponible en France, ce qui fait que j'ai très peu d'informations dessus, mis à part ce que j'ai pu glaner à droite à gauche sur internet. La première est le synopsis. Situé sur un pont géant presque terminé entre Sadogashima et Niigata, abandonné par le gouvernement, le pont et l'île flottante géante artificielle au centre sont devenus une île de criminels et d'abandons sociétaux. La deuxième est que l'œuvre est terminée en 5 volumes. Deuxième petit fun fact et première sur le Naritaverse, l'histoire de Etsuza Bridge, ou plutôt les intrigues se déroulant dans cette œuvre, se déroule entre 2019 et 2021. Ce qui équivaut à peu près à 90 ans après les événements de Baccano. Car oui, on retrouvera des personnages de Baccano dans Etsuza Bridge. Et petit foreshadowing aussi, on retrouvera des personnages de Durarara dans Etsuza Bridge. Et inversement. Pour ceux et celles que ça intéresse, Etsuza Bridge existe en version japonaise et en version italienne. L'année suivante, soit en avril 2024, il sortira sa 3e œuvre intitulée Durarara ou DRRR.
mais je reviendrai dessus plus tard. Promis. Le mois après, oui, vous avez bien entendu, le mois après, en mai 2004, sortira le premier volume d'une nouvelle œuvre intitulée Vamp. Bon, ici, même traitement que l'œuvre A to the Bridge, très peu de choses qui a été traduite en français, peu d'informations, mis à part ce que j'ai pu glaner sur internet. Idem, voici ce que j'ai pu trouver comme synopsis officiel de l'œuvre. Une dark fantasy comique sur les clans de vampires, une princesse vampire et un homme qui les chasse. Bienvenue dans Vamp. Voilà tout ce qu'on a sur le synopsis de Vamp. Et jamais 203 comme on dit, et là dans notre cas, jamais 405, car en 2005, M. Narita sortira une 5e œuvre qu'il intitulera Aliyama-san, Center of the World. Cette dernière se terminera en 3 volumes, et encore une fois, très peu d'informations dessus, car pas publié en France, et j'ai encore trouvé pour vous le synopsis officiel. Aliyama-san, Center of the World est une série d'histoires courtes, étranges et ou surnaturelles, qui, à premier abord, n'ont pas de lien direct. Sauf bien sûr l'apparition d'un personnage récurrent dans chacune d'entre elles, intitulé Aliyama-san. Pourtant, la dernière histoire de chaque volume reliera l'ensemble des histoires, mettra en avant notre personnage principal Aliyama-san comme protagoniste et non plus comme personnage mineur. Je vous disais aussi qu'on a écrit 6 œuvres en plus de Baccano. Je vous ai pas compté aussi des spin-offs de l'univers d'Odurara qui faisaient souvent juste une nouvelle ou 2. Vous l'aurez compris au travers de cette présentation assez rapide de chacune de ces œuvres, un peu de type PowerPoint, ces œuvres partagent souvent les mêmes points communs. La première, c'est une thématique unique, impliquant une polyphonie narrative, mettant en jeu une ou plusieurs entités surnaturelles et souvent qui rentrent en conflit les unes des autres. Et l'autre point qui est pour moi la force majeure de M. Narita, ce sont ses personnages. En effet, au vu du nombre d'ouvrages qu'il a pu écrire, et surtout dans le style narratif dans lequel il s'est inscrit, c'est-à-dire une polyphonie, on peut s'attendre par moments à une petite répétition dans la personnalité ou dans l'écriture de ces personnages. Ce qui n'est pas le cas. Chaque personnage est unique et tous différents des uns des autres. C'est un peu faux ce que je viens de vous dire sur les personnages, qu'il y a quand même quelque chose, il y a un point commun parmi eux. Tous ces personnages vont vivre la même chose, c'est se retrouver dans des situations complètement rocambolesques, surnaturelles, qu'on appelle la vie. Il inclut fréquemment dans chacune de ses œuvres des références culturelles, historiques, littéraires, surnaturelles, mythologiques, etc., provenant de différentes époques et de lieux, rajoutant ainsi une couche supplémentaire de complexité et de richesse à ses récits. Par exemple, Baccano, des références culturelles et historiques avec la prohibition et la différente guerre de gangs, de malfrats, etc. Une petite couche aussi de références surnaturelles mythologiques avec les immortels / homunculus, Durara avec le Dullahan, Vamp avec les vampires, etc., etc. Oui, bon, c'est bon, désolé, je vous annonce comme ça sans prévenir que dans Durara, il y a un Dullahan, mais c'est normal, et encore une fois, il y a une raison à cela. Parce que c'est la transition Durara. Ça bosse, hein. Mikado Ryogamine, un lycéen d'apparence banale et sans histoire, est invité à s'installer dans le quartier Tokoi d'Ikebukuro par son ami d'enfance. Son souhait le plus cher est de vivre des aventures extraordinaires et de découvrir l'ambiance des grandes villes. Avec un type violent habillé en barman, un informateur fauteur de troubles, des vendeurs russes de sushi et le mystérieux gang des Dollars ainsi qu'une motarde sans tête qui rôde dans le quartier, Mikado est loin de se douter que sa vie va prendre un étrange virage à 180 degrés. Au vu du résumé officiel, on peut s'attendre que M. Narita ait changé son style de narration en passant cette fois-ci à une narration avec une autorité unique, c'est-à-dire avec le point de vue d'un seul personnage qui serait Mikado. Ce n'est pas le cas. Enfin, pas totalement. Enfin, oui. Mais non. C'est assez compliqué sans, encore une fois, divulgacher l'ensemble de l'œuvre et son histoire dans sa globalité. Mais en effet, Mikado servira surtout de point d'entrée à l'histoire de Durarara, mais surtout de spectateur du fil rouge indirectement, voire même directement. Et en parlant de fil rouge, il y a aussi un autre fil qui va avoir lieu dans l'œuvre, c'est le fil de conversation en ligne. En effet, tout au long de l'œuvre, on va aussi suivre un canal de conversation en ligne où différents personnages vont discuter, plutôt différents utilisateurs, comment M. Ryogo Narita va simuler un canal de conversation en ligne en littérature. Et ben c'est tout bête. Chacune des réponses données par un personnage ou par un pseudonyme sera entourée d'un caractère spécial. Ce qui fait qu'un pseudonyme précis aura une manière de parler.
soit parce qu'elle est entourée de guillemets, d'underscore, de tirets, etc., etc. On peut comparer cette manière de faire avec monsieur Alain Damasio, avec la Horde de Contrevent, où pour chaque personnage, il y avait un caractère dédié. À la différence de Durarara, dans la Horde de Contrevent, en fonction de l'édition que vous achetez, soit en début d'ouvrage, nous avons du coup la référence, un caractère spécial correspond à tel personnage. Ici, nous savons pas quel caractère spécial correspond à quel personnage. Et ici, je trouve ça très malin de la part de l'auteur, car au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'œuvre, on va se dire, ah, le personnage qui parle avec des guillemets dans la colonne de conversation, c'est forcément Mikado. Ah non, c'est peut-être pas Mikado, c'est peut-être l'autre personnage qu'on va voir plus tard, etc., etc. Et là, on va voir comment chacun et chacune vont échanger entre eux et entre elles. Bon, après, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a très rarement des petits twists sur le changement d'identité des utilisateurs et utilisatrices. Mais en tout cas, ça nous force à rester dans la lecture et à nous faire des petites notes à droite à gauche. Et pour une fois, nous avons une édition française pour les œuvres de Monsieur Narita, et ça commence avec Durarara. Et le roman Durarara, ou le light novel Durarara, est édité par la maison Offelb. J'espère sincèrement que cette maison d'édition va traduire et éditer l'ensemble de l'ouvrage Durarara, qui fait 13 volumes, et je crois que le dernier volume qui est sorti en date, c'est le volume 7 en décembre 2023. Personnellement, là, le dernier volume que j'ai en date, c'est le volume 6. Et là, je suis quasi sûr que vous dites, ok, garçon, on s'en fiche un peu que tu sois arrêté au volume 6 ou que le dernier volume en date que tu possèdes est le volume 6. Alors, il y a une petite histoire à ça, c'est pas anodin que je vous dis ça. Il faut savoir que les deux premiers volumes sont sortis avec un mois d'intervalle, ce qui est extrêmement rapide. Ce qui n'est pas le cas avec le troisième volume. Entre le volume 2 et le volume 3, où il a fallu attendre 5 mois pour avoir le volume 3. Et ça s'agrandit encore dans le temps, où là, cette fois-ci, il aurait fallu attendre 1 an environ entre le volume 4 et le volume... entre le volume 3 et le volume 4. Rajoutons encore une fois environ 1 an entre le volume 4 et le volume 5. Et là, cette fois-ci, entre le volume 5 et le volume 6, il a fallu attendre 6 ans. Et entre le volume 7 et là le volume 7, entre le volume 6 encore une fois, et le volume 7 que je n'ai pas, il a fallu attendre 2 ans. Ce qui est assez long. Et pourquoi je vous parle de tout ça, de cette histoire de date entre les différentes sorties de volumes? De ce que j'ai compris de l'ensemble des œuvres de Monsieur Narita, et comme je vous disais tout à l'heure, il y a énormément de personnages, donc arc narratif, et plein d'histoires qui se entremêlent, qui se repartent, qui se recoupent. Mais quand on lit un volume, et que, à la différence des sagas à la manière d'Harry Potter, où quand un volume se termine, il y a un arc scénaristique qui se termine avec un dénouement et potentiellement un peu de teasing ou de cliffhanger pour le prochain arc scénaristique. Ici, on peut finir un volume, il y a potentiellement des conclusions sur un arc narratif pour un personnage ou plusieurs personnages, mais on a aussi souvent la continuité des arcs narratifs d'autres personnages. Donc quand on arrête un volume, on est en mode ok d'accord, tel personnage est à tel endroit, à tel moment, avec d'autres personnages, etc., etc. Après, attendre 2 ans, il s'en passe des choses en 2 ans dans nos vies à tous. Prendre un volume, il n'y a pas forcément de résumé au début de chaque volume, donc hop, pour reprendre comme ça avec un premier chapitre où on nous parle de combat, d'explosion, de meurtre, etc. Oula, pourquoi on parle de ça déjà? D'où ça sort cette information? Et c'était mon cas. Pour le volume 4, où quand j'ai acheté le volume 4, il s'est passé 1 an, j'ai commencé à le lire, et c'est un peu le début, on va dire, où ça commence à devenir chaotique. Je me dis, oula, qu'est-ce qui s'est déjà passé dedans dans les 3 premiers volumes? Donc j'ai dû relire les 3 premiers volumes. Bon, après, c'est assez rapide, hein, c'est Daylight Novel, donc avec l'édition française, il fait environ 260 pages, 270 pages, écrit assez grand, bien espacé, donc ça peut, un light novel ou un volume, ça peut se lire en 2 jours. Donc en 1 semaine, on peut lire les 3 premiers volumes, donc ça se fait assez rapidement, et j'ai pu embrayer sur le 4e volume. Idem, à nouveau, à peu près 1 an entre le 4e et 5e volume. J'ai commencé à lire le 5e, je suis en mode, oula, je comprends, faut que je me remette à nouveau dedans. Bon, après, il faut juste relire le 4e volume pour un peu se rafraîchir la mémoire, mais bon. Et cet exercice de sans cesse relire les précédents volumes, moi, ça m'embête un peu, parce que j'ai un peu flemmard. Donc ce qui fait que j'achète au fur et à mesure les volumes, et une fois que tout est sorti en France, je vais tout lire d'un coup, je vais me bloquer 2 semaines, 3 semaines pour lire ça tous les jours. Mais voilà, c'est un petit coup de gueule entre guillemets, surtout que le volume 7, et plutôt de façon générale de la maison d'édition Offelb, qui fait au passage un très bon boulot dans leurs éditions de light novel. Je n'ai pas pu vous le présenter, mais ils font aussi du papier glace pour les illustrations au début de chaque volume qui sont conservées. Au passage, ces illustrations sont en format A3, si je dis pas de bêtises, si je ne me trompe pas, c'est ça, A3. Et idem, les traductions sont d'excellente qualité, donc tout est bien dans le meilleur des mondes.
Cependant, juste petit bémol, le temps de parution entre les volumes et surtout la communication publicité dans le marketing, enfin la publicité marketing pour la sortie des volumes. Volume 7, j'étais pas au courant que c'était sorti l'année dernière. C'est en faisant la vidéo que j'ai vu, ah oui, le volume est donc sorti l'année dernière. Ah, voilà. Fermons la parenthèse sur la maison d'édition Homme Faible, quoique je la réouvre très rapidement. C'est une lecture parfaite pour les adolescents, adolescentes à mon sens, et surtout pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la lecture de façon générale, qui ont un peu abandonné. Pas de tournure de phrase alambiquée, on s'attache forcément à un ou plusieurs personnages, donc si de façon générale quand on commence un livre, on n'accroche pas au protagoniste et on sait que ça va durer comme ça pendant 400 pages, ça peut être déroutant. Ici, on tourne souvent de narrateur en narratrice, ce qui fait que on se dit, bon, faut juste que je tienne 20 pages, après ça bascule sur un autre personnage, etc., etc. Donc ça permet un peu de varier les différents types de narration, car, encore une fois, en fonction du personnage que nous allons suivre, on peut avoir le même type de narration, ni le même type d'action, ni le même type de présentation, etc., etc. Et puis je suis quasi sûr que si on est beaucoup plus, même si c'est une quinzaine, une cinquantaine ou une soixantaine, en France, à acheter Durahara, ça va peut-être donner à nouveau un peu plus envie à la maison d'édition. Elle va dire, ah, on fait plus de chiffres avec Durahara, on va peut-être ressortir plus vite les volumes. En tout cas, c'est ce que je crois au fond de moi et j'espère que ça vous a donné envie d'acheter le light novel et de découvrir Durahara. Pour les personnes qui sont beaucoup plus réfractaires à la lecture et qui vraiment ne peuvent pas toucher un livre entre les mains ou qui se disent se lancer potentiellement dans 13 volumes qu'on n'aura jamais en France, il faut savoir qu'il y a une adaptation animée de Durahara. Et petite chose à souligner, et qui est assez rare à mon sens, c'est que cette adaptation animée couvre l'ensemble de l'œuvre d'Urahara. Oui, elle recouvre les 13 volumes. Et on ne change pas une équipe qui gagne, car l'équipe d'animation, ou plutôt le studio d'animation derrière d'Urahara, est la même que Baccano. Enfin, la même jusqu'aux 24 premiers épisodes. Après, on change de studio d'animation. Alors oui, c'est les mêmes jusqu'aux 24 premiers épisodes, sous-entendant qu'il y a plus de 24 épisodes. Il y en a 60. Combien ? Calmez-vous, arrêtez de crier, ne paniquez pas. Il y a certes 60 épisodes, mais c'est séparé en plusieurs parties. 24 épisodes, 12 épisodes, 12 épisodes, 12 épisodes. Studio Shuka, inconnu au bataillon de mon côté, qui sortira les arcs de 12 épisodes. Sho, Ten et Ketsu. Là, petit ressenti au loin, je vous ai pas donné envie de vous lancer dans l'anime Durahara entre la longueur 60 épisodes et le fait qu'il n'y a pas le même studio d'animation et potentiellement une différence de qualité visuelle ou audio entre chacune des parties. Sincèrement, les raisons ou les arguments que je vais vous donner pour regarder Durahara sont assez similaires à celles de Baccano. C'est-à-dire des personnages et des situations complètement folles et en couleur, une histoire qui part dans tous les sens, qui peut sembler être saugrenue, comme aussi une pelote de laine qui est entremêlée et qui prendront sens à la fin, et une musique de jazz. Vu qu'on ne change pas une équipe qui gagne, nous retrouvons Makoto Yoshimori à la musique pour du jazz encore une fois, et ça met en avant le côté chaotique et loufoque du quartier Ikebukuro. En effet, Durahara l'animé, en tout cas la partie 1, les 24 premiers épisodes, sont introuvables. Introuvable est un grand mot, car comme vous pouvez le voir, j'ai un DVD en main, un coffret DVD, qui est produit par la maison d'édition Dybex. Petit fun fact sur l'animé Durahara en France. Il faut savoir que l'œuvre était disponible, en tout cas les 24 premiers épisodes, étaient disponibles gratuitement sur la chaîne Dailymotion de Dybex, une maison d'édition française dans l'animation japonaise. Et c'est un peu, à mon sens, les précurseurs des principaux services à la vidéo à la demande, car Durahara sortait à la même date, je crois, ou à quelques jours de différence, toutes les semaines sur la chaîne Dybex avec les sous-titres français. C'est un peu les précurseurs de Crunchyroll qu'on a aujourd'hui, ou de Prime Video ou Netflix, pour ce genre de diffusion. Maintenant, et aussi à la suite de ça et de ce succès de Durahara à l'époque sur Dailymotion, ils ont sorti un coffret DVD avec du coup les 24 épisodes sous-titrés français, allemand, doublés en français même si je dis pas de bêtises. Vraiment, c'était une époque incroyable durant cette période-là. Sauf qu'aujourd'hui, sur la chaîne Dailymotion de Dybex, ils ont supprimé les épisodes de Durahara. Et idem, le coffret DVD ne peut que se trouver en occasion pour la modique somme. Bonjour du mois du futur. Petite rectification à ce que je suis en train de dire.
en effet, lors du montage de la vidéo, et en fin de compte, juste en allant directement sur le site de Dibex, on retrouve bien le coffret DVD au prix normal. Enfin, normal. Le coffret DVD est à 39,99€, donc quand même 40€ pour 24 épisodes en DVD. Donc plutôt pour une fourchette assez légère de 100 à 260€. Oui, un coffret de 24 épisodes en DVD entre 100 et 200€. Le monde de l'occasion ne peut cesser de m'étonner. Après, vous allez me dire, bon, c'est pas bien grave, les 24 premiers épisodes, j'ai encore un petit doux souvenir, ou au pire, je peux acheter les premiers volumes et enchaîner avec la suite en animé, avec la partie 2, partie 3, partie 4. Deuxième mauvaise nouvelle, il n'y a jamais eu, en tout cas je n'ai jamais vu en France, de coffret DVD et ou Blu-ray pour la partie 2, 3, 4 de Durahara. Donc il n'y aura pas de version physique de ces parties-là. Et après, bon, c'est pas bien grave qu'il n'y a pas le format physique pour la partie 2, 3, 4 de Durahara, on peut peut-être retrouver en streaming sur internet. Oui et non. Avant, ils étaient disponibles sur la plateforme Wakanim, tout en sous-titré français, en excellente qualité, légalement, avec un différent fonctionnement d'abonnement ou autre. Sauf que Wakanim a fermé depuis quelques années, a été racheté par Crunchyroll, et normalement Crunchyroll avait dit dans nombreuses de leurs publications qu'ils allaient racheter le catalogue de Wakanim et proposer du coup une grande partie ou l'ensemble du catalogue Wakanim sur Crunchyroll. On n'a toujours pas Durahara disponible en Europe sur Crunchyroll. Oui, si vous avez un VPN, vous pouvez retrouver Durahara que ce soit sur Prime Video ou sur Crunchyroll, et là vous retrouvez les 60 épisodes si je ne dis pas de bêtises. Alors là-dessus, prenez avec des pincettes ce que je vous dis par rapport avec le principe de VPN. Là, je vous montre quelques extraits de capture d'écran et tout. Quand on cherche Durahara sur Prime Video, c'est bien écrit que c'est disponible, mais pas dans notre région, et identique sur Crunchyroll. Mais je ne sais pas combien de saisons ou combien de parties ils ont de disponibles sur chacun de leurs sites. Donc ça m'énerve un tout petit peu toutes ces histoires, parce qu'en fin de compte, Durahara est une excellente œuvre, que ce soit sous format light novel, donc le format d'origine, d'animé, car tout fonctionne dans les deux cas, animé comme dans l'ouvrage. Et ça m'énerve de voir par exemple que le coffret DVD soit vendu à un prix exorbitant pour du DVD, pour un excellent animé, et qu'il n'y a pas eu d'autres coffrets, qu'il n'a jamais eu aussi de version Blu-ray. Je trouve ça un peu dommage. Même Baccano, qui est sorti beaucoup, je crois 5 ans ou 6 ans avant Durahara, a une version Blu-ray et pas Durahara. Donc voilà, ça m'enquiquine un peu. Vous pouvez toujours vous rabattre sur les versions anglaises et américaines. J'ai cru voir passer des coffrets sur Amazon et sur Rakuten, si je dis pas de bêtises. Donc après, si vous êtes habitué avec ces différentes langues, foncez. Par ailleurs, une suite intitulée Durahara SH ou Snakehead se déroule 1 an et demi après les événements de Durahara. Cette œuvre est toujours en cours de parution avec Monsieur Narita à l'écriture. Bon là, je vois un peu le temps passer, je pense que c'est facile 1 heure de tournage, voire plus que je viens d'avoir. Tout ça pour vous parler de 2 œuvres, Baccano qui est uniquement disponible en France en Blu-ray, Durahara qui est disponible qu'en light novel sur un rythme assez irrégulier. Je vous envoie pas du rêve. Après, vous allez me dire peut-être qu'aussi Monsieur Ryogo Narita a conclu sa carrière, on va dire ici, en continuant à écrire la suite de Durahara et Baccano. Transition. Pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, parce que de une, je ne veux pas vous proposer une vidéo de 2 heures, et de 2, j'ai la flemme de monter tout ça. Oui, oh là là. Je disais, je suis flemmard, alors je vais vous faire une présentation extrêmement rapide de l'ensemble de la bibliographie de Monsieur Narita entre 2005 et 2024, car elle est assez conséquente. Vous êtes prêts pour un speedrun? Et on va commencer sur la partie light novel. Ça sous-entend qu'il a fait autre chose que des light novels. Oui. Allez, on y va. On commence en 2008 avec la suite de Etsutal Bridge, puis en 2012 avec un spin-off de Bleach intitulé Bleach Spirit Are Forever With You, en collaboration avec bien sûr Tite Kubo lui-même, suivi en 2014 avec la suite de Durahara, encore une fois intitulée Durahara Snakehead, puis un spin-off de la grande saga ou série Fate, intitulé Fate Strange Fake en 2015 et qui a eu récemment ou qui va avoir une adaptation animée. 聖杯を求めて殺し合う。それが聖杯戦争。 Et un second spin-off dans l'univers de Bleach intitulé Bleach Cannot Fear Your Own World, sorti en 2017. Voilà pour les light novels de Monsieur Narita. Et seuls les spin-offs de Bleach ont été traduits et disponibles en France dans des librairies spécialisées. Maintenant, passons au format manga, car oui, Monsieur Narita a été scénariste de manga.
L'excellent mais très courte série Steel Symphony en 3 volumes est illustrée par Amano Yoichi, débutée en 2013. Si vous comprenez l'anglais, je vous conseille de vous procurer le manga auprès de l'éditeur officiel américain Viz. Puis en 2017 sortira le manga intitulé Dead Moon Death Play avec au dessin Shinta Fujimoto et toujours en cours de parution. De plus, vous pouvez retrouver l'adaptation animée sur Crunchyroll sous-titrée français. Et vous pouvez aussi retrouver le manga traduit en français auprès de Kiyun. En toute sincérité, Dead Moon Death Play est l'œuvre que j'apprécie le moins de la bibliographie de Monsieur Narita. Attention, petit warning, je dis bien que c'est l'œuvre que j'apprécie le moins de la bibliographie de Monsieur Narita et non pas une œuvre détestable ou qui ne doit pas être lue. Bien au contraire, je considère quand même que ça reste une très bonne œuvre et qui, à mon sens, prend un peu à contre-pied en son cette mode d'isekai. Et encore une fois, on retrouve le style d'écriture et de construction des personnages et de leur évolution au sein d'un univers assez complexe et riche. Donc là-dessus, on retrouve quand même les points forts de Monsieur Narita, à une seule exception, c'est qu'on perd tout le côté polyphonie ou chorale de façon générale dans ses ouvrages, et quelque chose de plus classique dans un manga bande dessinée, c'est-à-dire une narration unique, autoritaire, avec tout du point de vue du protagoniste. Et qui dit narration du point de vue du protagoniste, dit aussi un scénario assez linéaire, notamment dans la révélation des intrigues et des twists. En soi, ce n'est pas un indicateur de mauvaise qualité scénaristique, du fait que ce soit quelque chose d'assez linéaire et que les twists sont révélés au fur et à mesure sur un rythme assez classique, on va dire, entre guillemets. Ce qui m'enquiquine un tout petit peu, c'est que je retrouve Narita dans l'écriture des personnages, mais en même temps, je ne retrouve pas Narita dans sa manière de résoudre les situations ou ce côté un peu chaotique. C'est vraiment, on retrouve ce côté manga aussi, peut-être que c'est le format qui fait que, mais on a un arc scénaristique tous les 2 ou 3 volumes. Et on a plus ce côté entremêlé d'arc narratif scénaristique par volume. Plusieurs événements qui ont lieu en parallèle et qui potentiellement vont tous se résoudre en même temps, ou un effet domino. Je sais pas comment l'expliquer, mais avoir un fil conducteur tout le long, c'est bien, mais moi j'aime avoir cette boule de laine au milieu que j'essaie un peu de dérouler au fur et à mesure. Peut-être je prends 3 fils en même temps, hop, je découvre des choses. En tout cas, voilà ce que je suis habitué à Narita, et je ne retrouve pas ça en ce moment dans Dead Moon Death Play. Peut-être qu'une fois que le manga sera terminé, les 3 derniers volumes seront assez magistrales dans les dénouements. Et pendant ce temps, ça me donne pas autant de plaisir qu'un Durahara ou Bakano. En gros, je suis mitigé sur l'œuvre, je passe du bon moment, mais je me dis pas que c'est du Narita. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, sur Dead Moon Death Play. Petit moment youtubeur, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. À la suite de ce petit truc de youtubeur, voilà une présentation assez rapide de la bibliographie de Monsieur Narita. Par contre, j'oublie un élément. Il a fait du light novel, il a fait du manga, mais sachez aussi qu'il a participé... Alors, encore une fois, c'est très peu d'informations que j'ai pu trouver sur cette partie-là. C'est avant tout sur des sites japonais que j'ai un peu traduit à la va-vite. Mais en tout cas, il a participé à l'écriture d'un jeu de plateau / jeu de rôle qui s'appelle Red Dragon. Role-playing fiction. Et auquel le jeu de plateau / jeu de rôle a une adaptation animée qui s'appelle Chaos Dragon. Et Monsieur Narita ainsi que d'autres artistes, écrivains, ou en tout cas étaient autour de nombreux d'autres collaboratrices qui ont nourri le lore de Red Dragon. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a peu d'artistes / écrivains qui ont pu participer à du jeu de rôle ou des jeux de plateau, voilà. Voilà, encore un arc à son flèche. Monsieur Narita, en tout cas, est un homme à tout faire, une vraie machine à écrire qui touche à tout, mais en tout cas qui n'est pas archer. Et en toute franchise, je suis assez étonné en préparant cette vidéo que Monsieur Ryogo Narita est toujours aussi occupé ou qui cherche à s'occuper autant. Car là, pour cette fin d'année 2024, il a 4 œuvres en cours aujourd'hui. Il a Durahara SH, donc la suite de Durahara, Bakano qui est sorti toujours depuis 2003 et qui est toujours en cours aujourd'hui au Japon, Dead Moon Death Play, donc avec le format manga où même s'il dessine pas, il est quand même scénariste dessus. Et enfin, le spin-off de Fate Strange Fake. Donc c'est vraiment pas anodin. Moi déjà j'ai du mal juste à faire 1 à 2 choses à la fois. Alors cet homme en faire 4, voire potentiellement 5 ou 6, peut-être qu'il est en train de nous pondre d'autres nouvelles ou participer à d'autres ouvrages collaboratifs ou même d'autres nouvelles courtes. Un homme talentueux ce Monsieur Narita. Et en parlant de talent et d'homme,
c'est le moment de la conclusion. Conclusion. À mon sens, Ryogo Narita est sans doute l'un des plus grands auteurs de light novel japonais les plus influents de notre époque. Sa capacité à créer des mondes complexes, riches, ainsi que des personnages inoubliables continue, et je l'espère, à inspirer de nombreux lecteurs et lectrices, ainsi que d'autres auteurs, autrices. Si vous voulez découvrir l'univers de Narita, ou plutôt devrais-je dire le Naritaverse, alors l'excellente porte d'entrée serait ou est Baccano. Même de façon globale, regardez Baccano, ça reste un excellent animé, même si vous voulez pas vous investir plus que ça dans l'univers de Narita. De plus, avec les fêtes qui arrivent, vous pouvez offrir ou vous offrir le coffret Blu-ray de Baccano. Encore une fois, c'est que pour une quinzaine d'euros. Et vous pouvez le regarder en famille, entre amis, durant le soir du 25 ou le 26 décembre. Et idem, même pour des personnes qui ne connaissent pas les séries animées, qui sont un peu réticents là-dessus, c'est une excellente porte d'entrée de façon générale. C'est très bien, ça parle à tout le monde de l'époque de la prohibition, le principe des guerres de mafieux, de gangs, etc. C'est du bon, c'est du lourd, ça dure que 13 épisodes ou 16 épisodes, aller jusqu'aux 16 épisodes, c'est très bien. Merci à tous et toutes d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Je pense comme ça, à vue de nez, que ça va durer facile 50 minutes. Peut-être moins, peut-être plus, je sais pas. Mais en tout cas, merci à vous d'être là. J'ai voulu parler un peu de Monsieur Narita parce que je me suis regardé Baccano il n'y a pas longtemps et ça m'a donné vraiment envie de vous en parler. Je trouve que c'est un auteur très intéressant et de façon générale en France on ne connaît pas assez bien l'univers des light novels, c'est assez méconnu. Surtout avec récemment j'ai vu passer ça ces derniers jours, ces dernières semaines que la maison d'édition Novel Edition a fermé ses portes et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont proposé ou ils proposent d'excellentes œuvres, donc je fais un petit big up à eux. C'est eux qui faisaient du coup At Sound of Bookworm, qui est aussi une adaptation animée, et Détective AI, ou EI, Real Deep Learning, qui est aussi un excellent ouvrage, qui est en plusieurs volumes un peu indépendants, mais tout se relie. Donc voilà, donc j'ai appris ça, je crois hier ou avant-hier, et je trouve ça vraiment dommage que la maison d'édition La Novel ferme, propose d'excellentes choses en light novel. Donc il y a encore Orphelb qui propose Dohara ainsi que Sword Art Online et d'autres œuvres. Je ne parlerai jamais de l'auteur de Sword Art Online car je déteste ce qu'il écrit, que ce soit Axel Ward ou Sword Art Online, donc me lancez pas là-dessus. Et aussi l'autre maison d'édition qui vient d'ouvrir récemment qui s'appelle Maho Edition, qui, en tout cas moi j'ai 86 chez eux. Une vidéo, un jour je ferai sur 86. Mais voilà, donc le light novel commence à arriver de plus en plus en France, mais en même temps il y a des maisons d'édition qui ferment, côté du coup de la novel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous donnera envie, que vous allez acheter des ouvrages, que vous allez continuer à découvrir aussi un peu ce que peut être proposé outre Europe, d'un point de vue littérature, bande dessinée, etc., etc. Phrases un peu nulles de fin de conclusion un peu éclatées. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à continuer, rester curieux, curieuse. Au passage, pour les prochaines vidéos, ça sera un cas un peu à part, je vais m'essayer dans cet exercice de faire un top et flop. Voilà, je vous tease un peu les prochaines vidéos qui sortiront pour la fin d'année 2024 ou mi-décembre 2024. Voilà, grosse bise à vous.